Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On est ici sur la chaîne de rien. On parle investissement, business et réussite. Je suis ravi de te retrouver parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée de choix qui s'appelle Isabelle, Isabelle Barbe. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Parfait. Et donc, on va faire un petit pas de côté aujourd'hui. Vous allez voir, on n'est pas pile sur la thématique investissement. On va parler finalement peut-être de management, de contexte dans les entreprises et je vous réexpliquerai, mais c'est en fait l'objet donc d'une espèce de revue de lecture que j'avais fait finalement dans un contexte particulier de ma vie. Et j'avais vraiment à cœur de reparler de cet ouvrage qui m'a vraiment plu. Et bah, j'ai la chance que Isabelle a accepté d'en échanger avec moi et qui est l'autrice du livre forcément. Et donc, bah, hyper ravi de ça. Alors pour te présenter un petit peu Isabelle, tu es conférencière, chercheuse, ancienne chroniqueuse, top voice LinkedIn. Je me suis pris des notes parce que la liste est très, très longue et ne sera pas exhaustive. Bien. Autrice, manager, professeure des universités aussi en leadership. En tout cas, tu as fait énormément de choses, c'est hallucinant. Franchement, un très, très beau, CV. Peut-être avant d'attaquer sur l'anecdote qui m'a poussé vers le livre, je peux te laisser te présenter toi par tes propres mots. Comment tu te définis aujourd'hui? Oui, bah, c'est un peu tout ça, hein. C'est comme quand on fait de la recherche, quel est votre thème de recherche? Moi, je dis c'est societying, quoi. C'est tout ce qui émerge, tout ce qui, va, faire, la vie de la société, et en fait, il y a une grande convergence, hein, dans ce qu'on est en train de dire. C'est vrai que mon poste, c'est de professeur des universités en sciences de gestion et cetera. Mais c'est faire de la recherche, donc c'est beaucoup de curiosité, c'est transmettre. Donc transmettre à des publics qui sont, très académiques dans des colloques, mais de plus en plus transmettre, à tout le monde, Mmh. donc c'est ça les conférences et le livre, bah, c'est une façon de transmettre comme le podcast. Voilà, donc c'est une grande convergence et c'est vrai que ça fait peut-être un peu une liste à la Prévert, mais il faudra que je retravaille ça peut-être et c'est vrai qu'en plus, je tiens à le dire, bah, j'ai managé, donc je ne parle pas du management, de façon que conceptuelle, même Mmh. si je suis quelqu'un qui pense que les théories aident à penser et les concepts aussi et puis on peut ajouter que je suis maman de 6 enfants et Waouh, que bravo! ça compte beaucoup dans ma vie. Ça a beaucoup compté aussi sur des sujets qui peuvent être la conciliation vie privée, vie professionnelle, entre autres. Donc c'est, Finalement, oui, le management a dû t'aider avec 6 enfants. Tu as eu à voir quelques et c'est vrai que je fais beaucoup, je me rends compte de parallèles entre l'éducation et le monde du management. Il y mmh. a beaucoup de parallèles à faire qui sont très intéressants et c'est vrai que plus on a d'enfants, bah, plus ça ressemble à une petite entreprise, hein, on va être très clair. Bien sûr, l'orga et cetera, la gestion des Voilà, la conflits, gestion du temps, la gestion des conflits et cetera. trop bien. Et alors, peut-être petite question sur ton parcours, tu l'as dit, donc tu as été longtemps dans le management et cetera, et tu es drivé par cette envie de partager. Mais qu'est-ce qui fait finalement que tu es resté un petit peu sur ce sujet, de management notamment? Parce que, bah, je pense qu'il y a tu as une histoire par rapport à ça, sinon tu aurais Alors, peut-être, c'est une très bonne question. Il y a d'ailleurs une dame, il y a pas très longtemps, qui m'a dit, je pense que c'était j partager un sujet, de management, mais dans un métier genre, métier de spectacle vivant, culture. Donc non, mais les gens sont passionnés et il y a des défaillances managériales énormes, hein, dans les métiers passion, sûr. là, c'est un vrai sujet et qui est venu me voir à la fin, il y a toujours un petit cocktail. «Mais comment vous pouvez être autant passionné par le management?» Et c'est vrai que je me suis posé la question. Alors, bah, moi, j'ai un parcours hyper classique, quoi, bonne élève, classe prépa, école de management, le seul truc, c'est que j'ai commencé ma vie professionnelle au Club Med, comme géo, windsurf, ce qui était pas du tout le projet quand on fait une école de commerce. Voilà, donc toujours un petit peu comme ça des itinéraires. J'ai commencé ma vie professionnelle aussi en Afrique, en montant ma boîte, enfin des choses, ça date d'il y a longtemps, mais où, bon, ça marque quand même des expériences et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout, ça n'a pas été long, hein, mais au bout à peu près de 5 ans de vie professionnelle, pourtant passionnante, il y a un truc qui me manquait, quoi. C'était réfléchir, c'était penser. Mmh. J'avais connu ça avec la classe prépa, à laquelle je rends hommage Mmh. parce que c'est très décrié actuellement, c'est trop brutal, c'est trop difficile, c'est carcéral. Mais c'est 2 ans de prépa où on pense, où on réfléchit et je pense que c'est l'avenir, hein. Là, actuellement, on va peut-être parler un tout petit peu d'IA, mais c'est l'avenir, hein, d'être capable d'être humainement, de penser, de réfléchir, de faire un pas de côté et là, je suis revenue aux études. Bon, à l'époque, ça s'appelait un DEA, master recherche et puis, des effets, j'ai fait de la consultance et j'ai commencé un doctorat et là, un truc complètement fou, on m'a proposé un poste de maître de conf et j'ai cru bêtement, parce qu'à l'époque, je devais avoir déjà, 4 enfants et je m'ai cru bêtement que j'aurais beaucoup plus de temps pour mes enfants, Mmh. mais en fait non, c'est du temps choisi Mmh. et là aussi, c'est très intéressant
par rapport à toutes les attentes qu'on a maintenant en 2026 et ça continuera, d'organisation perso, pro. Mais c'est vrai que le temps choisi, c'est merveilleux. Par contre, c'est une charge mentale, c'est des heures et des heures par semaine, quoi. C'est Mmh. pas du tout, le travail d'universitaire, c'est pas du tout, 3 heures de cours par semaine comme on l'imagine souvent. Non, non, tu as tout le travail préparatoire, après une fois que tu as délivré la remise en question, de Lire et recaler. l'administratif et ga voilà, on bosse comme des fous, hein, mon mari était cadre dirigeant d'entreprise, il faisait moins d'heures que moi, hein. Voilà, donc ça a été ça avec des passages plus managériaux, j'ai dirigé 2 écoles de commerce, une à Strasbourg, une à Paris, 2 laboratoires de recherche. Diriger un laboratoire de recherche, c'est aussi, une vraie expérience de management. On parle du troupeau de chèvres, c'est un peu ça, ou du Mmh. troupeau de chats. Et c'est vrai que voilà, c'est un objet, un phénomène qui m'intéresse Mmh. et je traverse par plein de sujets, hein, je suis pas dans, l'investissement, la performance financière. Voilà, je regarde plein de choses, l'intergénérationnel, les femmes, l'éthique, Mmh. la Mais compétence, ce voilà. qui est beau, c'est qu'on arrive à un moment aussi avec des synergies, tu vois? Ça touche pas forcément Mais directement à tout l'investissement. Pour autant, ça fait partie, intégrante, une étape intégrante de ma vie et ça m'a permis d'avoir des déclics. Donc je pense que c'est quand même lié et qu'il y a on le verra peut-être à travers la question, mais il y a quand même des déclics qui se font, une fois que tu as connaissance de ça. Après, moi, j'aime pas le débat, salarié, entrepreneur, il faut pas opposer les 2. mmh. Je pense que ça dépend des profils et il y a des avantages, inconvénients dans les 2. Néanmoins, bah, pour quelqu'un qui souhaite peut-être investir, que ça soit dans son entreprise ou se lancer à corps perdu dans des investissements, de se remettre en considération dans son écosystème, ça peut être intéressant quand même. Et là, j'interviens, parce que ça sera peut-être pas le fond du sujet, mais sur le mot investissement. Moi, je crois beaucoup à l'investissement immatériel Mmh. et qui est absolument négligé, quand on fait un business plan, quand on décrypte un bilan, d'entreprise, l'investissement immatériel, le goodwill, enfin toutes ces choses Ouais. qui sont assez périphériques en fait, ou qui sont non dites, Mmh. on va en parler aussi, mais ou impensées, mais qui sont là. Et c'est vrai que mon grand combat, c'est la formation. La formation, c'est, dans tous les sens du terme, c'est tous ces moments qui sont soi-disant improductifs, Mmh. mais qui sont indirectement productifs. Et la notion d'investissement immatériel, pour moi, elle n'est pas assez pensée, par, les entreprises, par les chefs d'entreprise, par les investisseurs, et pourtant c'est là tout le temps. Ouais, je te rejoins. En fait, tu capitalises sur des choses qui sont peut-être au début pas forcément, payantes ou en tout cas activables, mais en fait, tu te construis un bagage qui fait, que tu deviens la personne que tu es, dans le futur, quoi, donc Et d'un point de vue collectif. également. Moi, le nombre d'entreprises, parce que je passe beaucoup de temps, Mmh. où j'entends quand même, bah, on va pas, l'envoyer en formation, parce que ça coûte trop cher, c'est du temps, ou sur des sujets qui sont directement, productifs. Non, non, il faut se donner du temps long, il faut travailler des temps, qui sont pas, des temps directement, visibles. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui fait le ciment d'une organisation, on va parler d'organisation, hein, de la start-up, à l'administration, en passant par la grande entreprise. Parce que les convergences sont énormes, hein, tout le monde s'enferme dans ses spécificités. Oui. Moi, c'est l'hôpital, moi, c'est l'administration, moi, c'est la start-up avec tous les imaginaires qui m'entourent. En fait, pour parcourir ça depuis maintenant longtemps, c'est plutôt des convergences que des spécificités, qui nous intéressent, hein. Tu raison, chacun croit être un cas à part, mais en fait, pas du tout. Alors pour, planter le décor, tu nous as déjà donné l'eau à la bouche. En fait, aujourd'hui, nous, on va parler de ton ouvrage, donc «La kakistocratie ou le pouvoir des pires». Je le montre, à l'écran. Bien sûr, il est disponible dans votre meilleure librairie ou sur internet. Donc il est sous-titré d'ailleurs «Voyage au cœur de l'incompétence». J'en profite pour remercier les éditions EMS d'ailleurs, qui m'ont gracieusement envoyé le livre, donc très sympa. Je l'aurais peut-être déjà fait gagner quand l'épisode sera passé, mais on fera gagner le livre, à la communauté, c'est très cool. Hem, Juste pour rappeler le contexte, moi, en fait, cet ouvrage, il est arrivé dans un moment de ma vie où justement je pensais, je songeais à partir, en fait, de mon entreprise. Moi, je considère qu'en fait, le climat dans lequel tu es, en fait, il dépend beaucoup effectivement de la personne. J'ai eu la chance de travailler dans 2 boîtes dans grande distribution qui sont des boîtes superbes, Leroy Merlin et Noroto pour les citer, qui ont justement une culture, bah, de la compétence, de la formation, de plein de choses et du beau management, je trouve. Mais effectivement, bah, des fois, tu rencontres des personnes avec lesquelles, ça ne matche pas, juste
pas forcément parce qu'ils sont nuls, mais aussi par incompatibilité, de profil. Et là, pour le coup, moi, je me heurtais à des choses, que je ne comprenais pas du tout. On m'a quand même dit un jour qu'il va j'ai demandé une explication sur un travail à faire. On m'a répondu qu'il ne fallait pas, on ne me demandait pas de comprendre, mais de le faire. Bon, à partir de là, il y a des choses qui se cassent. Et donc la kakistocratie m'a permis de mettre un mot sur, ce que je vivais et sur les mécanismes que je pouvais rencontrer. Alors peut-être pour démystifier un petit peu, déjà, la chose, que kakistocratie, ça ressemble à un beau gros mot. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et d'où ça vient? Mmh. Alors, c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est une construction Ouais. à partir de mots grecs, hein. Kakistos, c'est le superlatif de kakos. Kakos, c'est les mauvais et là, kakistos, c'est les pires, hein, et kratos, c'est le pouvoir. Donc démocratie, le pouvoir du peuple, aristocratie, le pouvoir des meilleurs, kleptocratie, le pouvoir des voleurs et cetera, hein. Donc kakistocratie, c'est un mot, alors franchement, qui a voyagé autour des siècles. J'avais fait des recherches, de façon très épisodique. On le retrouve au XVIIe siècle, alors plutôt dans les pays anglo-saxons avec le mot Y, la lettre Y à la fin, Oui. et surtout en 2016, c'est Brennan, l'ancien, chef, de la CIA, qui à un moment va faire un tweet, vraiment, envers Trump, Assassin? assassin, en lui disant: «Votre voyage en kakistocratie se termine». Il espérait que ça soit terminé, c'est pas le cas, et le lendemain, tout le monde se précipite sur Google pour savoir ce qu'est ce mot. Le pouvoir des pires, je crois qu'il avait bien choisi. D'ailleurs, quand j'ai écrit le bouquin, j'avais à l'époque consulté ChatGPT et j'avais demandé, «Donne-moi des kakistocrates célèbres». Je les cite dans le bouquin et Trump apparaît, très tôt, et je crois qu'on a vraiment, mais le roi des kakistocrates, voilà, et même si après on peut nuancer, hein. Mais voilà, donc c'est l'idée, dans la façon dont moi j'ai fait la recherche, de l'incompétence. D'accord. C'est-à-dire partir de cette question, et en fait c'est ça qui a été le point de départ, que j'entendais très souvent, et que je me suis posée aussi, hein. Mais comment ça se fait que mon chef, mon patron, mon PDG, mon manager soit aussi nul, Mmh. et qui pourtant il ait eu le poste, et puis tout le monde le sait qu'il est nul, qu'il est Mmh. incompétent, et il est là. Il est là depuis, 5 ans, 10 ans, alors qu'on nous parle de performance, de réussite, et cetera. Voilà, cette interrogation qui va après, avoir plein d'impact, hein, sur les personnes, d'un point de vue psychologique, on va en parler, d'un point de vue tout, enfin, mais c'était le point de départ, en fait, et c'est vrai que, du coup, on rentre dans un monde impensé qui est l'incompétence, Ouais, c'est et comme ça, tu le ça dis, m'a, frappée, hein. en fait, moi, ça m'a vachement rassuré de me dire: «Non, je suis pas fou». C'est quelque chose qui existe et qui, limite, revu par l'état de l'art, tu vois? Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir à la définition, un truc que j'ai bien aimé, tu peux peut-être revenir dessus aussi, c'est, nous, on connaît beaucoup plus le terme médiocratie. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs ce terme-là est plus apparu que kakistocratie finalement, parce que s'ils sont aussi lointains, voilà. Mais en tout cas, tu en fais une différence toi avec la médiocratie et de la kakistocratie. Oui, Pour oui. toi, c'est encore un niveau au-dessus? Ah voilà, la médiocratie, ça a été, un concept, c'est un collègue canadien, bon, j'ai mangé son nom, mais qui l'avait mis en avant et qui est très intéressant. Mais c'est l'idée, de lisser tout à la moyenne, hein, D'accord. voilà. Alors que moi, je travaille vraiment sur, Un nivellement par le bas quoi, voilà, comme, oui, voilà, c'est ça, hein, c'était l'idée d'un nivellement par le bas, qu'il faut pas être, mais ce que je retrouve aussi, dans la kakistocratie, il faut pas être trop compétent, ça c'est sûr, dans ces univers-là. Mais là, c'est différent. Mmh. Alors, il y a des proxys, hein, de la kakistocratie. La kleptocratie est un proxy, c'est-à-dire que si on est en kleptocratie, c'est qu'on est aussi en kakistocratie, c'est-à-dire qu'il y a une défaillance, de compétences dans le domaine politique. La gérontocratie, des gens très âgés. Si tu es le pire des Voilà, pires, généralement tu utilises un voilà, petit peu il y a des ces méthodes. proxys, voilà. Mais moi, je suis vraiment partie, enfin, j'ai essayé, de travailler un sujet pour que tout ne soit pas dans tout. Bien sûr. Et alors maintenant qu'on sait que ça existe et que ça porte un nom, hem, en fait, on est lucide, on se dit: «Comment en fait ces gens-là peuvent accéder à ces postes à responsabilité finalement et s'y maintenir?» Alors, il y a, j'identifie 3 grandes façons. Il y a la dette, c'est-à-dire tous ces systèmes où on va fonctionner avec la dette. C'est-à-dire, par exemple, recruter un incompétent, on crée de la dette. Mmh. Il vous doit quelque chose. S'il est trop bon,
il vous doit rien, c'est normal. Ouais, c'est un petit peu le petit chantage avec l'augmentation. Bon, bah, tu mérites pas forcément, mais tu t'en rappelleras, quoi. Alors, l'entreprise est censée être un lieu de contractuel, Mmh. transactionnel, et cetera, avec le marché, hein, le fameux exit, de Hirschman. Mais dans la réalité, ça fonctionne pas que comme ça, Mmh. hein, on n'est pas rationnel. Alors on se rend des services, voilà. Donc on fonctionne beaucoup sur, la question de la dette. Le 2e grand sujet, c'est le système. C'est-à-dire qu'on retrouve, dans des grosses administrations, qu'on retrouve dans des partis politiques, qu'on retrouve dans des dictatures. C'est-à-dire on nie la personne. C'est-à-dire, tu vas être à cette place, je t'assigne des choses et tu as beau être compétent, tu es pas compétent, c'est le système qui décide. Donc D'accord. là, ça va être, une dictature, un parti politique, puissant, il faut sur ça peut être une administration ou surtout, il faut pas que les personnes, et là, voilà, et la Qu'on tête, pourra retrouver partout finalement avec le titre, la titrisation de la personne, dire, oui. «De toute manière, parce que tu as ce titre-là, tu seras légitime, quoi qu'il arrive». Voilà, et puis c'est pas parce que tu es bon que je te mets à la voilà, il y a la logique, Et c'est en moi plus, qui oui. commande. Mmh. Voilà, ça c'est une logique de pouvoir. OK. Et la troisième grande logique, c'est le clan, le Oui. clanisme, donc qui a été, mis au jour par, Ouchy, un vieux enfin chercheur ancien. Mmh. Parce que ce qu'on est en train de dire, ça existe, depuis la nuit des temps, hein. Je dis souvent, il y a sûrement eu, des hommes préhistoriques, chefs de tribu, qui étaient incompétents, mais qui étaient là, pour d'autres raisons. Et voilà, le clan, alors ça, le clan, c'est l'idée qu'on est loyal uniquement, heu, à la famille, au clan, Mmh. et le projet du clan, c'est se perpétuer. Quoi qu'il arrive, il veut pas la performance, il se ferme. C'est la famille, Mmh. c'est le patron de PME, parce que la kakistocratie existe partout, ou la patronne, hein, je ne genre pas les choses, qui va mettre son fils, sa fille, qui va employer sa famille. On parlait de Trump, c'est exactement ça, mon avocat. C'est-à-dire la loyauté à une logique, clanique et à une logique personnelle. Et c'est vrai qu'au fond de la kakistocratie, il y a ce concept de loyauté, c'est-à-dire est-ce que je suis loyal, ça c'est une vraie question, la loyauté. Mmh. Je suis loyal au projet collectif, c'est-à-dire que je vais me donner, à mon équipe, à mon entreprise pour que collectivement on ait de la performance, ou est-ce que je suis loyal à moi et à ma carrière? Ouais. Et en général, les kakistocrates, la seule loyauté qu'ils ont, c'est ou à leur clan ou à leur carrière. Ouais, c'est vrai, hein, j'en dessine facilement les contours. C'est vrai que un manager, il peut avoir ce raccourci de facilité de dire: «Je vais mettre les personnes qui vont pas m'emmerder, qui vont pas faire de vagues et qui vont être hyper loyales quoi qu'il arrive. Bah, si j'ai un ennemi ou quoi, il va me le remonter, il va m'aider». Et sauf que, bon, on entrevoit très rapidement les limites, hein. C'est qu'on a beau, avoir un contexte, on va dire, cocon, en cocooning, si derrière, la personne ne fait pas le boulot, voilà, ça va vite avoir ses limites. D'autant plus quand on met en face des managers auprès d'équipes, quoi. Oui, mais c'est bien là l'énigme. Mmh. C'est qu'il y a quand même, et tu l'as connu visiblement dans tes entreprises, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises, Mmh. petites, grandes, très grandes, des administrations, où tu as des gens qui ne font pas le boulot parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'ils ne veulent pas le faire. Enfin, après, il y a plusieurs options, mais qui sont quand même là dans des situations de pouvoir. Oui. Et ça, c'est ça, hein, l'énigme de mon bouquin, avec des témoignages et qui continue à affluer tout le Mmh. temps, hein. Donc c'est ça aussi qui est Bah, très après moi intéressant. de ce que je peux enfin ce que je pense, c'est mon point de vue, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de choses dans l'incompétence qui sont invisibles de par la direction, les décideurs et cetera. Puisque finalement, les kakistocrates sont, je pense, aussi assez forts pour être sur la bonne communication, peut-être, prononcer des chiffres, voilà, en tout cas présenter la bonne chose, la bonne lecture des événements. Mais par exemple, une équipe qui va mal, si tu es pas au contact, tu peux pas trop le percevoir ça, tu vois? Donc Alors, c'est là où on rentre, donc la porcelaine commence à Mmh. devenir un peu fine parce qu'après il faut pas être que sur des gros traits. Mais c'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a ce que j'explique toujours, c'est la compétence métier, technique, on va dire qu'elle soit comptable ou qu'elle soit, ingénierie nucléaire, et la compétence qu'on va dire, organisationnelle, managériale, Ouais. hein, et je vais me centrer plutôt là-dessus parce que on se rend compte que l'incompétence technique, métier, elle est quand même vite Ah repérable oui, et vite remédiable. c'est A plus B, quoi. On peut former les gens, et cetera. Et c'est vrai que là, ça arrive, mais très vite, comme tu dis, ça c'est limite. Moi, mon gros souci, et c'est là où on parle de souffrance au travail, on parle de désengagement,
On parle de départ, donc un turnover, qui est pas maîtrisé. On parle d'atmosphère délétère, on parle de burn-out et cetera. C'est l'incompétence managériale. Alors une incompétence managériale, voulue, le fameux manager toxique, le fameux que je ne rencontre enfin, j'ai jamais vraiment rencontré un manager qui se levait le matin en disant, là, il y a pas très longtemps, je crois que j'ai quand même une belle, ouais, ouais, j'ai un petit spécimen, le genre, qui, dit, à 17:00, à ses collaborateurs, «Bon, ben, il faut que tu restes là, j'ai un rendez-vous, je veux te voir». Sous On ne se connaît pas le sujet, on ne connaît pas l'horaire, le rendez-vous a lieu à 20:00, Mmh. sur un sujet complètement fallacieux, enfin, Ouais, voilà, le qui est bien pourri, qui voilà. bien malsain. Mais c'est plutôt la compétence managériale. Mmh. C'est-à-dire ce que tu décris, qui sont des basiques que j'essaye d'ailleurs d'écrire dans le bouquin, suivant. Mmh. J'ai peur de parler en public. Je ne sais pas faire une réunion. Je ne connais pas, je n'ai pas de vision stratégique. Je ne je n'ai pas le goût des autres. J'ai peur de décider. Enfin, toutes ces choses qui vont faire la compétence managériale, qui sont qui sont une vraie ingénierie, hein. Alors on parle beaucoup de soft skills, mais ça ne suffit pas. Non. Il y a beaucoup d'univers où on s'imagine que sourire, taper sur l'épaule, ça suffit. Une vraie ingénierie managériale, par manque de formation, par présomption. Mmh. «Oh bah, j'y arriverai bien», la fonction crée la compétence et voilà et ces gens-là et ben, ils sont kakistocrates, peut-être pas par projet, mais par défaut. Mais une fois qu'on a le pouvoir, parce qu'on a eu la promotion Mmh. et là aussi c'est un vice de forme des organisations, c'est que la promotion, elle passe souvent par le management. Mmh. Là, j'en parlais encore hier, dans une grande banque, ils essayent de mettre des filières d'expertise, ils n'y arrivent pas. Donc en fait, si on veut avoir du pouvoir, alors le pouvoir pas forcément, au sens d'avoir du pouvoir, mais avoir des marges de manœuvre, Mmh. pouvoir, hein, le verbe pouvoir, eh bien, on passe par le management et là Ça veut dire qu'il est trop centralisé. Il faudrait qu'il soit décentralisé ou pas l'objet d'une personne pour pas être concentré mmh, finalement, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais ce que je veux dire, c'est que on accède petit à petit à des promotions. Mmh mh. Une promotion, c'est intéressant. On a plus de pouvoir, de Mmh. marge de manœuvre, on a plus de salaire, on a des choses qui sont, beaucoup plus intéressantes. Mmh. Enfin, tout le monde n'a pas envie de ça, mais je dirais si on a cette encre, c'est très bien et on avance et alors c'est le fameux principe de Peter dont on parle énormément, hein. On arrive à un moment, on est sur son seuil d'incompétence. Oui. On ne sait plus voilà et ça, c'est valable pour toutes les organisations, même des très petites et Le ça le peut arriver principe très tôt comme très tard dans la carrière. le principe de Peter pour le rappeler, ce que forcément on l'a lu dans le livre, mais c'est en fait le fait que toute personne, quoi qu'il arrive dans un moment dans sa carrière, elle va arriver à un plafond de verre ou elle va arriver à son propre seuil d'incompétence, D'incompétence, qu'elle pourra d'ailleurs peut-être retravailler, je suppose. bien sûr. Mais voilà, on y est forcément, Alors, confronté. sachant que c'est pas ce que Peter explique dans ses livres, Mmh. c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut et il explique qu'on peut alors déjà on peut refuser, Bien mais sûr. c'est là où c'est tordu, Mmh. c'est qu'il y a une tentation. Bien sûr. Là, l'autre jour, j'animais un webinaire là-dessus, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Je suis devenu manager par hasard». Son patron, est parti, elle lui a dit: «Ah bah, ça va être toi». Mmh. Et il a dit: «Ah bah OK», mais sans se poser de Mmh. questions, sans avoir de format et ça, mais je l'entends tout le temps, enfin, c'est très souvent, c'est un exemple parmi d'autres. Moi, il y a une variante que j'appréciais, et que je trouve qui refait vachement surface dans les entreprises. C'est qu'en fait, on est toujours justement, comme tu dis, sur ce palier, cette hiérarchisation, en fait, des postes. Sauf que l'évolution, pour moi, elle est pas que verticale, elle est horizontale, comme tu disais, dans la spécialisation et moi, je trouve qu'en fait, un très bon vendeur demain, mais il faut le pousser à continuer s'il n'a pas cette vocation à animer, à fédérer des équipes, bah, faut pas l'envoyer au casse-pipe sur des postes managériaux ou même, d'animation d'équipe sans lien hiérarchique, mais plutôt, le pousser à faire ce qu'il aime et dans sa zone de génie, c'est-à-dire la spécialisation de la vente et c'est pour ça que maintenant tu as de plus en plus des expertises de métier, je trouve et ça va dans le bon sens pour moi. Alors, je suis moins, positive que toi sur cette évolution parce que je ne l'observe pas. Je l'observe en temps de questionnement parce qu'en effet, on se rend compte que, bah, ces filières, ce que j'appelais des filières qui offrent des perspectives d'évolution, Mmh. qui restent sur l'expertise, elles sont quasiment inexistantes, très rares. Et il y a des métiers, hein, où c'est le cas, mais il y a un moment toujours
où on va, vous proposer parce que tu es très bon comptable de devenir le chef comptable du bureau, parce que tu es très bon, ingénieur, nucléaire de devenir le directeur du labo, Mmh. parce que savoir dire non, c'est compliqué pour les raisons que j'évoquais et en même temps, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est le meilleur expert devient on lui propose d'être manager alors que c'est pas du tout les mêmes compétences. Mais sans ça, bah, les perspectives de carrière, elles sont pas très, florissantes et savoir dire non, c'est pas toujours évident et c'est vrai que si on fait la comparaison avec le sport, c'est pas le meilleur, buteur qui sera le meilleur coach Ouais. et au contraire, Mmh. souvent, j'en parlais l'autre jour avec justement des entraîneurs sportifs, il vaut mieux être quelqu'un qui était pas très bon parce qu'il sait gérer l'échec, il sait gérer la résilience, il va beaucoup plus croire dans les autres, dans le collectif, que quelqu'un qui est, un loup solitaire, un super Mmh. compétent qui a besoin de personne d'autre. Je crois que bon, sans être spécialiste du foot, on l'a vu avec l'équipe du PSG. Mmh. C'est-à-dire d'avoir des super brillants qui n'arrivent pas à créer un vrai collectif, C'est vrai. quoi. Voilà et c'était, le grand Ouais, je suis sujet, d'accord avec toi. En fait, bah, dans l'art de management et de coach finalement presque, de poser des questions, quand tu sais faire, tu as plutôt la facilité de dire: Je sais comment aller vite, je sais comment, performer rapidement». Alors que si tu ne connais pas, tu vas peut-être poser des questions plus naïves, mais pour mieux comprendre et mieux actionner donc c'est toute la question d'actionner un collect enfin, l'essence même du management et qu'on attend des managers parce que tu as démissionné à cause de managers, mais moi je le vois tout le temps, hein et d'ailleurs les statistiques le montrent. C'est-à-dire que l'intention de partir ou la vraie, démission, elle vient souvent du manager, bien sûr. qui est le N+1. Je suis dans une belle boîte, mais je ne m'entends pas avec mon N+1. Alors que des fois, c'est le contraire. C'est vraiment pas le job de mes rêves, c'est pas la boîte où mais je m'entends tellement bien avec mon manager. Soit ça, je le vois énormément avec mes étudiants. J'enseigne à Sciences Po, dans des écoles de management, donc des M2, un Mmh. master 2, qui sont souvent en apprentissage et cette qualité relationnelle au manager, ça change tout. Ah, ça change ta vie, Voilà clairement, hein. et ils vont rester dans des trucs qui étaient pas, je répète, le truc de leur rêve, mais c'est tellement positif comme relation, j'ai l'impression de grandir et cetera et d'autres fois, bah, c'était le stage ou le boulot de l'apprentissage de leur rêve, Mmh. mais c'est voilà et donc ça, c'est très, très important et c'est vrai que quand je disais le goût des autres, l'écoute, l'envie de faire grandir les autres, c'est pas simple, hein. Mmh. Tu parlais de vendeur, qui est un métier que je connais bien, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Bah, être un super commercial, avoir des super primes, réussir ses boucler ses et puis se retrouver à plutôt faire vendre ses vendeurs, son équipe, Mmh. bah, c'est pas évident, hein. C'est pas du tout les mêmes Je objectifs. pense qu'il faut mettre, beaucoup l'ego de côté et avoir Mmh, justement cette envie tout à d'altruisme fait. comme tu le disais en Ouais, amont sur ton ouais, métier aujourd'hui, envie de partage en fait, de les faire grandir et je pense que quand tu es manager, les plus grandes victoires, elles viennent de là. C'est quand tu as réussi alors justement pas de faire monter dans les strates, mais plutôt de faire, moi ça m'est arrivé d'avoir des réussites en faisant, comprendre à des personnes qui n'aimaient pas leur métier et qu'elles seraient beaucoup plus heureuses ailleurs. On leur a fait faire des parcours de reconversion. Aujourd'hui, elles font des métiers qui ont rien à voir, mais elles sont épanouies et en fait, moi, c'est ça de se dire: on arrive à travailler avec quelqu'un et la faire arriver à son but, de bonheur dans le travail finalement. mais c'est une L'accomplissement. question de contexte, d'adéquation et où il y a quelque chose qui a fait du mal, à cette dimension managériale du collectif, après laquelle on court tout le temps, hein, quelle que soit l'entreprise, c'est le leadership. Mmh. Parce qu'on a tellement valorisé depuis quelques années, et on continue, hein, la notion de leadership. Le leadership est pour moi une composante du management. Mmh. Il faut ce côté charismatique, leader, donner du sens, et cetera. Mais l'hyper leadership, si on n'est que du leader, on perd le contact, on se perd le contact avec son équipe. On avance, c'est des gens comme Elon Musk, c'est des gens ce qui sont Oui, fascinants, c'est-à-dire mais que le qui ne leader, sont tu pas mets ce des côté managers. performance que Charismatique, ouais. voilà, Mmh, mmh, mmh. qui fascine, oui, mais il Oui. y a que ça, c je parle de manager, enfin, je veux dire, un peu plus quotidien, hein, mais c'est vrai qu'Elon Musk ou Steve Jobs sont des super leaders Mmh. d'entreprise, mais quand on lit leur biographie, les témoignages, Côté c'est une humain, c'est vrai que catastrophe. c'est un peu plus, discutable, je te rejoins, ouais, ouais. C'est vrai que en fait, dans les équipes, tu as des personnalités différentes. Tout le monde est pas drivé par Les mêmes. la même vitesse et cetera, c'est clair. OK et donc, on a compris donc ce qu'était la kakistocratie, comment les personnes y accédaient et finalement, restaient un peu au pouvoir avec cet effet clanique et Alors, cetera. je t'interromps peut-être. Vas-y, je t'en Alors, prie.
comment on y accède? Alors on disait, on nomme quelqu'un, je parlais du fils du patron parce que je joue au tennis avec lui, enfin, tous ces réseaux Tu nages? souterrains. Ça peut être aussi la voie du concours qui a un vrai problème. Oui. C'est-à-dire que quand, les administrations, hein, je connais bien le problème, on passe par voie de concours, on est très bon en termes de connaissances sur des sujets qui ont rien à voir après avec la compétence, managériale. Donc il y a pas mal de choses. L'idée aussi que tu mettais en avant, je suis quelqu'un d'incompétent et il se trouve que il faut que je recrute. Je vais pas aller recruter des compétents parce qu'ils vont me manger, sur la tête Mmh, bientôt ou mettre en avant bien mon in sûr. donc il y a plein de mécanismes aussi, en termes individuels qui vont faire que le truc se perpétue. Mmh. Ouais, il y a plusieurs, clés d'entrée, on va Voilà, dire. il y a plusieurs clés d'entrée. Et justement, c'est quoi les réactions que tu constates le plus souvent, des, salariés ou des personnes qui sont confrontées, en fait, à de la kakistocratie? Forcément, je me doute que ça crée du désengagement, mais c'est quoi les plus gros comportements? C'est plutôt des désengagements silencieux? C'est à l'inverse, je me braque, je me casse? Qu'est-ce que tu Alors, peux me dire là-dessus? d'abord, ça a des impacts très délétères. Mmh. C'est-à-dire que tous les témoignages et je continue à en recueillir, c'est vraiment, bah, déjà, c'est une perte de temps parce que quand on a un manager incompétent, souvent, on fait le boulot à sa place. Enfin, il y a beaucoup de coûts cachés parce qu'on va perdre un projet, on va avoir un investissement qui aboutit pas. Enfin, il y a de l'argent, hein, mais on parlait d'immatériel, là, c'est bien mal, mais c'est caché. Il va y avoir la perte de réputation, c'est-à-dire vis-à-vis d'un client, j'ai honte de la façon dont il se conduit vis-à-vis enfin, une perte de réputation sur les réseaux sociaux et cetera. Et puis à titre personnel, ce que j'ai beaucoup constaté, c'est la perte de repères. Mmh. C'est-à-dire, j'ai été éduquée, parce que malgré tout, on est éduqué dans l'idée que plus on est travail, plus on est performant, plus on aura les diplômes, plus on aura voilà, plus on s ça veut dire qu'on aura de la compétence et là, c'est l'incompétence qui a de la valeur. Mmh. C'est-à-dire que on se retrouve carrément dans un système qui valorise l'incompétence et moi, j'ai beaucoup de témoignages de personnes, j'ai appelé ça la trappe de la compétence. C'est-à-dire qu'ils sont alors ils témoignent et je l'ai vu objectivement, hein, c'est-à-dire c'est des gens hyper compétents et d'ailleurs je dis: «Il faut toujours se méfier quand on me dit, «Ah toi, toi tu es hyper compétent». Ça sent la patate chaude. Il y a toi, le service pourrait pas tourner sans toi. Mmh. Heureusement que tu es là, je compte sur toi et cetera. Parce que c'est une trappe. Mmh. Et là, ces gens-là, ils voient des gens qui sont beaucoup moins compétents qu'eux, qui ont des promotions, et eux, ils sont coincés. Mmh. Et ça, j'ai eu beaucoup de témoignages, je l'ai vécu à l'université et on les bloque, et ça, c'est un vrai sujet, aussi. Ça C'est-à-dire bloque quelque que part l'ascenseur, social et l'ascenseur de l'évolution. et puis c'est une perte de repères. Mmh. Mais je suis tout petit, on me dit qu'il faut bien bosser, qu'il faut être et là, à la limite, et ben, il faudrait que j'en fasse moins, il faudrait que voilà, Tu que vois, on j'étais complètement désillusionné par ça. Moi, je suis très darwinien là-dessus. C'est je mmh, me dis: «En fait, c'est pas les plus forts qui réussissent, c'est les plus agiles». En fait, mais d'ailleurs, tu as un ouais, chapitre, bah, oui. sur le management agile et finalement, parfois, faut pas être juste très bon, faut être au résultat, qu'on te demande et attendu et dans les attentes de ta boîte, de ton N+1 et finalement, bah, réussir à t'adapter par rapport aux règles du jeu qu'on te donne et je pense que c'est ça peut-être qui Et le réussit mieux, et aujourd'hui. le problème, c'est qu'au centre du discours, il y a la performance. Oui. Alors la performance au sens du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, de la relation client, de la réputation, Mmh. toutes sortes de performances et dans la réalité, bah, le mécanisme, c'est pas ça. C'est, être capable de mieux mettre en avant, c'est être capable de mieux communiquer, c'est à la limite piquer le travail des autres Mmh. pour moi me le réapproprier et c'est tous ces comportements qui sont des comportements de kakistocratie. C'est-à-dire, ce n'est pas la compétence qui est valorisée. Alors après, c'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est d'autres formes de compétences, Oui, mais c'est des compétences qui sont nous aussi. délétères, nocives, Et ravageuses. du coup, la réponse à la kakistocratie, est-ce que c'est pas ça? C'est d'être très faire preuve de beaucoup d'agilité, voire même être à son tour kakistocrate envers ces personnes-là? Alors le problème, oui, mais ça veut dire qu'on ne ça peut être une réponse, Mmh. mais est-ce qu'on se regarde dans la glace le matin en disant, «Bah, je vais faire une réunion, bidon parce que ça comme ça va justifier, ma présence. J'ai fait travailler 2 personnes, sur un truc, je vais le récupérer pour moi le présenter devant mon N+2». Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on se regarde dans l est-ce que c'est une éthique? Et pour moi, c'est ça aussi qui dit Ah oui, qu'il y a qui se bon, c'est l'absence d'éthique. ton alignement des valeurs soit bon, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que moi,
je réfléchissais à ça en préparant l'interview et ça me fait, beaucoup penser, tu sais, au Triomphe de Cartman où tu as la position, persécuteur, persécuté et en fait, je me dis: «Tu peux vite rentrer là-dedans finalement» parce que, bah, soit t'as pas le mental et c'est OK, mais du coup, bah, tu vis très mal la situation et tu restes persécuté. Soit à l'inverse, bah, tu te braques, tu inverses les rôles je pense que c'est pas forcément la bonne réaction à avoir que de se braquer et un peu l'effet, tu en reparles aussi dans ton livre de cocotte minute Mmh. et c'est vrai que c'est compliqué je trouve, Bah, de réagir à des situations comme ça. mais les comportements qu'on observe sont souvent classiques, hein, face à une adversité. Bah, comme tu dis, c'est je rumine, je rumine, je rumine, puis à un moment, bah, c'est du burn-out parce que c'est le burn-out vient souvent de ça, hein. On m'a demandé de plus en plus de travailler avec quelqu'un qui m'exploite, quoi, en fait, Mmh. il y a ça. Il y a en effet après je décris le lanceur d'alerte, mais le problème de la kakistocratie, c'est la couverture, c'est que c'est des gens qui sont au pouvoir, hein. Oui. Donc ça veut dire qu'être un lanceur d'alerte en interne, j'ai eu plein de témoignages, en fait, c'est des gens qui sont placardisés, Bah qui oui, sont voilà voilà, souvent c'est la et après marginalisation c'est le derrière, départ, quoi. c'est le départ. Et malheureusement, c'est souvent et le départ où on dit pas les choses. Mmh. Parce que, ben, le monde du travail est petit et cetera et on part pour des raisons personnelles, on part et alors qu'en fait, c'était ça le sujet. Mmh. Mais les solutions, comment dire? Pour sortir de la kakistocratie, elles sont plutôt extérieures qu'internes. Alors un interne, on peut travailler des sujets. Une boîte qui fait pas du tout de formation, c'est un problème quand même. Justement, ces boîtes qui mettent des gens au management sans leur for 1 heure de formation, il y a un vrai sujet. Oui. Heu, L'appel à la consultance systématique, ça aussi c'est un signal. Mais c'est là que tu as pas de compétences en interne Ça pour veut faire le dire boulot. voilà, tu fais passer ça, enfin, c'est le message que tu fais passer et puis tu dégrades, la compétence. Tu as plein de choses qui sont, l'hypermobilité, Oui. des organigrammes. C'est-à-dire qu'en tous les 6 mois, tu changes d'équipe et tout. Le coût d'entrée pour être compétent, se dégrade, il y a plus de compétences. C'est cette idée de travailler en équipe, avec des gens que tu connais pas, voilà, enfin, il y a plein de choses où il faut être clair. L'organisation, l'entreprise même, qui se veut, fabrique de l'incompétence, hein, managériale ou métier, hein. Donc on peut travailler là-dessus, mais il faut qu'il y ait quand même ce déclic et ce déclic, une fois de plus, si on est au pouvoir en sachant qu'on a le pouvoir alors qu'on n'est pas vraiment compétent Mmh. de mériter, ben, ça va pas, donc c'est plutôt de l'extérieur que ça va venir. Ouais, c'est ça, hein. Un conseil d'administration qui s'alerte, ça peut être le cas. L'effondrement total, de la boîte avant qu'elle crève complètement, voilà, un nouveau, dirigeant qui est nommé, on ne sait pas pourquoi, enfin, il peut y avoir mais je parlais des PME qui sont mal reprises, par filiation, ça c'est un phénomène, on voit les boîtes Ah disparaître. oui, oui, non, mais moi ça me fait sourire parce que les 2 fois où j'ai changé de boîte, j'ai quitté les boîtes du coup, c'était ça effectivement et quand tu pars, en fait, on vient pas te chercher pour t'exprimer puisque de toute façon le kakistocrate fait tout pour que ça se produise Ça pas. Va savonner la planche, va t parce qu'en fait en tant que manager N+1, tu as souvent ce pouvoir-là de dresser le portrait que tu veux de la personne et puis au-delà de ça, même si tu y arrives pas, bah, tu peux toujours monter une équipe, contre la personne. Ça, c'est assez simple, hein. Tu vas chercher les petits irritants, les petits cailloux du quotidien, forcément tu vas avoir une levée de bouclier. Voire tu peux aussi, t'appuyer sur des conjonctures de turnover, de ceci, de cela. Donc c'est assez simple, mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on prend ça pour argent comptant, sauf qu'on s'aperçoit pas que, bah, il y a une, 2, 10 personnes et effectivement, parfois, je pense que dans les pires cas, bah, en fait, c'est juste, l'entreprise qui s'étiole et qui arrive à la fin, et à perdre toute sa valeur, en fait, hein, voilà tout et puis il simplement. y a beaucoup de non-dits, c'est-à-dire qu'on va avoir des injonctions, enfin ces fameuses doubles injonctions. On va demander à un dirigeant de la performance, de la compétence. En fait, on veut simplement qu'il change pas trop les choses, Mmh. qu'il remette pas trop en cause. Parce que souvent, bah, la recherche de performance, qui passe par la compétence, elle dérange, je répète, elle Oui. dérange beaucoup Mmh. et ça, moi je le vis beaucoup avec mes étudiants parce qu'ils ont une forme de naïveté, c'est normal, hein, Mmh. par rapport à l'entreprise, ils ont l'impression qu'on perd du temps, qu'on fait les choses, de façon, pas, rationnelle, heu. Après, il y a une forme d'habituation, de
difficulté à se partir parce que, bah, qu'il faut, payer, le loyer, le remboursement de la maison. Enfin, il y a tout un cycle de vie qui fait Ouais, aussi je qu'on va comprends. être beaucoup moins en Mais à capacité la fois, tu vois, tu peux de pas prendre la nuit. tu comme à l'inverse, tu peux pas être rationnel avec de l'être humain à chaque instant. Non. Sinon, effectivement, tu as un Elon Musk, tu dis que les réunions, ça sert à rien, que la censure, ça sert à rien, tu vires la moitié de la boîte et c'est vrai qu'après, on arrive à des extrêmes où l'humain, dans sa complexité, bah, l'humain a des coups de mou, n'a pas les mêmes personnalités, n'a pas les mêmes, drivers et donc il faut réussir à capter ça, je pense, Et ouais. dans le bouquin, je commence quand même beaucoup par: est-ce que quand tu dis que ton manager est incompétent, qu'il est nul, qu'il est pas bon, est-ce que c'est tu peux l'objectiver, Oui. comme je disais, des coûts cachés, de la perte Mmh. réputationnelle, de ou est-ce que c'est sa tête ne parvient pas, il travaille pas comme je voudrais travailler, il m'aime pas, c'est-à-dire un truc Bah, ça, c'est hyper purement, important parce que moi, c'est une question que je voulais te poser. affectif. Comment tu dissocies justement, tu es en train de me l'expliquer, le fait que tu peux vivre une mauvaise passe aussi, où de toi, tu broies un peu du noir, voilà, comment tu dissocies de façon très, factuelle, le fait que tu sois bien en kakistocratie et que ça soit pas toi qui fabule? Bah, c'est alors j'ai fait un questionnaire où il y a 40 questions un peu, Mmh. qui essayent d'objectiver des choses. Par exemple, l'absence de transparence sur les recrutements. Ah, OK, ouais. Là, il y a un vrai sujet. Mmh. Les réunionites, c'est-à-dire la réunion qui dure des heures, on convoque là, il y a un sujet. Ouais. L'absence complète de réunion, il y a un sujet aussi. Hem, L'appel, comme je disais à la consultance systématique pour tout. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut la perte de projet, la réputation, sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a des choses qu'on peut objectiver, hein, et puis, le turnover. Les gens s'en vont, t sans arrêt, voilà, enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut objectiver. J'ai fait un questionnaire sur une quarantaine de questions. Le budget formation qui est complètement nul, la QVT, tous les sujets QVT, qui font sourire tout le monde, par les petites Un phrases. QVT washing Voilà, après. exactement. L'hyperdélégation, Mmh. c'est-à-dire, j'ai un patron, il passe son temps à déléguer à tout le monde, tout, voilà, mais sans enfin, par, défaut, quoi. Mmh. Enfin, on peut objectiver les choses OK. et en effet, il faut quand même se regarder dans la glace, hein, parce que ça veut dire que aussi, je suis pas heureux, on m'aime pas, C'est l'idée de ça. dire, tous incompétents, là, il y a un vrai sujet, hein, c'est Bah, en fait, c'est ça, ce que je me dis, moi je l'ai vécu en tant que manager. Si tu as des personnes qui, ne savent pas, se remettre en question et à l'inverse, des fois, tu as le droit de pas être d'accord, en fait, avec ton boss, sans pour autant remettre en question, toute son intégrité, sa compétence, voilà, c'est et puis alors, il faut regarder aussi, le contexte. Alors, la compétence ne peut être et comme l'incompétence ne peut être que contextuelle. Je prends toujours cet exemple, enfin, ces exemples faciles. J'ai un très bon niveau d'anglais, en informatique, en investissement financier, mais si mon même niveau d'anglais, je dois faire de la traduction de Shakespeare ou d'œuvres, je serais mauvais. bien sûr. Alors que moi, j'ai la même compétence, enfin, j'ai le même la même aptitude, le même potentiel, Mmh. mais ma compétence ne sera pas évaluée. C'est toujours contextuel. Mmh. Et il y a pas très longtemps, j'étais dans une grosse entreprise industrielle où le patron est absolument nul dans la fabrique, des engins qui sont faits. C'est pas un ingénieur, alors que c'est une entreprise, cœur de métier, ingénieur, ça a toujours été des ingénieurs. Mmh. C'est un financier et c'est vrai que je discutais avec ces gens qui disaient: «Il est incompétent, il est incompétent». Ouais, mais si la stratégie est maintenant financière, Il est sa pile au compétence, endroit où il devrait être. contextuellement, voilà, alors après, ça ne veut pas dire que la boîte va bien vivre, c'est Il fait ce pareil, qu'on lui là demande après et ce ça pourquoi il a voilà, été recruté, voilà finalement, oui. et il a été recruté sur une compétence qui est la compétence stratégique de l'entreprise. Ouais. Donc voilà, il faut aussi Là, à toi avoir de cette d'en vision-là. vouloir plutôt à la gouvernance, à la boîte qui a choisi cette stratégie, mais pas à la personne finalement qui est payée pour, qui Et fait pour ce pourquoi il est payé, quoi. exactement Mmh. et on a tous connu ça, on était super bons, enfin, on est super bons, managers, ou même, enfin, on est super bons dans une boîte. Mmh. On change de boîte, on est le même et on devient mauvais Mmh. ou le contraire. Ça, moi, il y a pas très longtemps, j'ai une de mes étudiantes, qui a fait parce qu'on fait pas mal de quand je fais des cours de management, c'est même pas du cours, c'est des échanges et qui m'a dit: «J'ai changé, j'étais nulle, nulle. Je regardais l'heure, je pleurais tout le temps, on me disait que j'étais nulle». Elle était en apprentissage, en M2 apprentissage et j'ai changé de manager. Je suis la Elle l'a dit: «Je suis la même, mais je suis devenue quelqu'un, de Mais c'est dingue. performant, de be» et cette relation humaine, pour le moment, en tout cas, on n'arrive pas à modifier les choses. L'entourage change tout, hein, c'est Ça dingue. reste,
Moi, je m'étais noté, alors ça vient peut-être un peu comme un cheveu dans la soupe, mais j'avais deux trois questions popcorn qui me tenaient à cœur. A priori, tu disais que on a quand même beaucoup moins de chances d'être kakistocrate si on est une femme. Ça, c'est je trouvais ça intéressant. Ouais. Alors, ça, c'est le gros sujet de la légitimité. Mmh. Les femmes, alors c'est Simone de Beauvoir qui nous l'a très bien dit dans Le Deuxième Sexe, ne sont pas spontanément légitimes. Il y a toujours des contre-exemples, hein, on va rester très statistique, enfin très dans la généralité. Elles ont un rapport à la légitimité qui n'est pas d'emblée, ce qui n'est pas le cas des hommes, du fait des millénaires, d'éducation, où tous les postes de pouvoir sont occupés par des hommes. Alors je vais pas en parler au passé parce que quand on regarde, la télévision, quand on regarde le CAC 40, quand on Mmh. regarde, c'est toujours, très 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 masculin et du coup, comme elles ont pas ce rapport d'emblée à la légitimité, ça pose d'ailleurs des vrais problèmes, elles vont chercher à être compétentes pour mériter un poste, une promotion et du coup, c'est un peu le syndrome de la bonne élève, hein, mais Le du coup syndrome de l'imposteur finalement, presque. alors oui, enfin, ça peut après être, Mmh. avoir des pensées, parce que on pourra en reparler du syndrome de l'imposteur, mais voilà. Mais elles ont besoin d'être très compétentes pour, heu, négocier un salaire. Mmh. Il y a un vrai sujet là-dessus, gap salarial, pour avoir, et cetera et bah du coup, elles se trouvent on a plus des femmes compétentes au sommet à cause de ce qu'elles ont vécu, Mmh. puis de l'adversité aussi qu'elles ont eue, puisque l'oxygène se raréfie quand on monte au sommet pour une Bien sûr. femme. Et c'est quand on regarde l'observatoire, par exemple, de l'égalité, du professeur Ferrari, qui est très bien fait depuis, au moins 15 ans sur les entreprises du CAC 40, on voit très clairement la corrélation entre la présence de femmes au COMEX, au CA et cetera, avec la performance opérationnelle de l'entreprise, avec, la baisse des risques, RSE et cetera. Donc recruter des femmes, Mmh. alors je dis pas qu'il y ait que des femmes, hein, c'est pas ça, ça serait pas mais recruter des femmes, ce qui n'est pas le cas actuellement au pouvoir, c'est une façon de lutter contre la kakistocratie et dans les milieux politiques, on pourrait se poser la question actuellement, dans tout ce qu'on voit, Bien nourrir la diversité, dans les équipes, c'est aussi, l'objet d'un de tes ouvrages, voilà, donc oui, tu connais bien le que sujet. pour les femmes pourrait être valable aussi, mais c'est vrai que la question des femmes était très, très, très bien documentée. Mais la diversité au sens plus large est évidemment une façon de lutter contre la kakistocratie, oui. Yes. Également dans ton ouvrage, bah, d'ailleurs, tiens, on va en profiter pour le présenter maintenant parce que je suis venu avec, tous tes ouvrages. Donc celui-ci, donc je le répète, Kakistocratie, donc qui est aux éditions Ouais. EMS. Et donc celui-là qui est ton petit dernier, je crois, et Ouais. moi j'ai particulièrement apprécié. Donc «Devenez un vrai et bon manager», c'est un peu un roman graphique aussi, hein, très bien illustré d'ailleurs par, Julie Audouze, comme ça Ouais, je la ouais, cite en même temps. c'est ça. Ce qui est très chouette, c'est que je trouve que c'est un peu une synthèse, simplifiée, vulgarisante de tout ce que tu as pu, faire, dans tes recherches et effectivement donc on reprend, l'agilité. D'ailleurs, il y a une question aussi que je voulais te poser, parce que je ne sais plus comment je suis venu à ça, mais à un moment, tu parles de courage managériel et moi, je voulais avoir ton avis parce que moi, je suis quand même je me dis: «C'est quand même vachement un pléonasme ce truc-là». Je me vois pas, moi, accomplir mon rôle de manager sans être courageux. Qu'est-ce que tu en penses de ça justement, Alors, c'était un autre de mes livres qui s'appelait «La manager et le philosophe», où on avait travaillé avec un philosophe qui s'appelle Yann Martin, qui est formidable. On avait travaillé les grands concepts, le respect, réussir sa vie, le courage, lui du point de vue philosophique et moi du point de vue managérial, parce qu'il y a quand même toute une D'accord, ouais. architecture. Et en effet, c'est une des grandes vertus, cardinales, c'est d'ailleurs la vertu cardinale, des vertus. Le courage, Mmh. c'est drôle, ce livre, chaque fois qu'on nous demandait une conf, c'était sur le chapitre du courage. Ah, d'accord. Et tu as raison, la notion de courage, elle est immense, elle est au cœur de la compétence managériale. Mmh. Le courage de se lever le matin, le courage de dire non, le courage de faire passer des idées auxquelles on ne croit pas vraiment, parce que bon, bah, voilà, on me demande de faire avancer des sujets alors que je suis pas complètement en phase. Le courage de lutter, enfin d'être résilient, dans la crise, de gérer la crise, c'est essentiel le courage. Alors c'est des fois du courage, très viriliste, hein, on parlait des hommes, c'est-à-dire être devant et puis on y va, on affronte. L'autre jour, j'ai travaillé sur le leadership en gestion de crise. Le magasin est inondé, il y a le feu, on a un collaborateur qui vient de se suicider, voilà, là il faut du courage, hein, Bien pour être sûr. présent et cetera. Mais ça peut être ce qu'on appelle aussi le courage des doux.
c'est-à-dire à se mettre au service d'eux, avec cette concept de servant leadership, c'est-à-dire je suis au service d'eux, des autres, de la communauté, de mon équipe Mmh. et elle est essentielle. Non, mais moi, alors c'est quelque chose que j'ai vécu et Ouais, pour ça, je me base souvent avec cette idée. Hem, Moi, j'ai rencontré des managers qui avaient peur d'aller voir des clients en litige et donc ex envoyer des collaborateurs au casse-pipe. exactement. Et effectivement, tu as plein de décisions dans une journée, tu en as des dizaines finalement à prendre. Hem et je pense que du coup, manquer de courage, ça te pousse peut-être vers la kakistocratie. Je le prends aussi dans le cas des évolutions. Ben, en fait, avoir le courage à un moment de dire à un collaborateur par rapport au niveau d'exigence que j'attends de toi, tu n'es pas au rendez-vous, tu Exactement. n'évolueras pas ou voilà, on va prendre le temps. Je te dis pas que tu n'iras jamais, mais il y a des chemins à faire. Bah, ça aussi, il faut avoir le courage de le dire et malheureusement, dans la kakistocratie, parfois on prend la facilité à dire: «Bon allez, je m'entends bien, c'est une bonne personne, on va le faire pa évoluer, quoi». Ah mais exactement, ça. C'est-à-dire, tu l'as vu les yeux dans les yeux, tu l'as regardé les yeux dans les yeux en lui disant que ça ne va pas. Mais non, on procrastine, on attend, on se défile, on c'est, un vrai, vrai sujet et je Ce qui est te pas agréable, hein, je et m'entends oui bien et et donc ce surtout quand bouquin, il y a des attentes et cetera. bah, je sortais de la kakistocratie, bon, qui est pas je termine par des choses qui se veulent quand même un peu positives, mais enfin bon, c'est pas l'univers le plus positif Mmh. et c'est vrai que je me suis dit: «Bah, tiens, je vais essayer de faire quelque chose de complètement différent», en partant des questions qu'on me pose tout le temps. Parce que, bah, on a beau parler d'agilité, de performance, de leadership, Mmh. et puis de donner des bonnes pratiques et puis avec cette fameux témoignage toujours inspirant et cetera, très corporate, hein, souvent, et puis les gens à la fin, ils se disent: «Bah, oui, mais moi au quotidien, c'est pas du tout ce que je vis». J'ai un type, mes réunions, elles sont nulles, il me dit les là encore récemment, j'étais avec des jeunes diplômés, les entretiens d'évaluation sont sabotés. L'autre jour, j'étais, entretien annuel, le manager 30 minutes. 30 minutes! Bah, ça fait un peu Alors qu'il y a jamais de discussion, mmh. voilà, enfin, on il fuit et en effet, manque de courage. Mais, trop bien, enfin, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié donc aux éditions Duno, pareil, je les souligne parce que c'est des super maisons d'édition avec plein d'ouvrages top. Ils sont super sympas d'ailleurs, ils nous ont aussi envoyé le livre donc on le fera gagner avec grand plaisir. Et voilà, merci en particulier à Salomé que j'ai en contact là-bas. Et ce livre, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire parce qu'encore une fois, il est vraiment, je trouve, très, complet, exhaustif sur tous les concepts managériaux, et sur les questions qu'on peut se poser, mais profond et à la fois léger dans la lecture parce qu'il se lit très facilement et puis on peut lire les chapitres de manière un peu indépendante donc ça, Tout c'est à fait. très cool aussi pour y revenir. C'est vrai que dans des phases managériales, on est plutôt des fois sur un sujet, des fois sur un autre donc top, je le recommande Merci. vivement. Mais c'est vrai que ce que tu disais léger, moi je crois qu'il y a aussi ça, il y a la dimension plaisir. Ouais. C'est-à-dire que j'en ai marre d'entendre tant de gens qui disent et récemment encore beaucoup quoi. Alors évidemment, je peux avoir un biais, mais bon, je suis quand même quelqu'un qui adore travailler, qui aime le Mmh. travail. Donc je suis pas psy dans un cabinet, spécialisé dans le burn-out, hein, du tout. Mais le nombre de gens qui vont travailler la boule au ventre, voilà, avoir un peu de plaisir, aller bosser en se disant, «C'est super, enfin j'aime ce que je fais» et cetera et je crois que la dimension légèreté, plaisir, voilà, on est même je me souviens avoir entendu un chirurgien cardiaque dans un parce que je disais toujours, moi, quand je ménageais, je disais: «Attendez, on s'est planté, on n'opère pas à cœur ouvert, on n'est pas» et il me disait: «Je m'interdis de mettre cette charge mentale à mes équipes», alors que c'est vital, hein, l'enjeu, quand on fait de la chirurgie cardiaque. C'est clair. Voilà, donc cette capacité aussi qu'a un manager, leader à prendre un petit peu de recul Mmh. et à introduire cette dimension plaisir, cette dimension aussi de lâcher prise. Alors que j'ai beaucoup exploré, avec les sportifs, les grands sportifs, qui expliquent que leur performance, elle vient aussi du lâcher prise, du plaisir. On en a beaucoup entendu parler avec Léon Marchand, pendant les jeux olympiques, avec Teddy Riner. Quand on est obsédé par la performance, Mmh. quand on est dedans, on l'est moins. On l'est moins, voilà, on a peur de perdre, on a peur de décrocher. Et c'est ce Pas de qui me plaît partenariat plus, encore une la fois. kakistocratie, c'est que c'est des gens qui s'accrochent Mmh. à leur pouvoir coûte que coûte, quoi. Et c'est vrai qu'après quand ça explose, un MeToo, une condamnation, pour, abus, de biens sociaux, pour, détournement quand tout d'un coup il y a quelque chose de très grave qui s'écroule ou un licenciement, voilà, tout ressort alors que, les gens sont accrochés Ah oui, c'est ça, ouais.
avec du déni des fois, de la dénégation, carrément en mentant, Mmh, et c'est terrible et c'est vrai que quand on vit ça de l'intérieur et qu'on le voit, ben, on peut pas être bien, c'est ça. on peut pas être bien. Ça peut créer des situations effectivement, ultra complexes, moralement notamment. Ça pose la question de l'omerta, dans beaucoup d'entreprises, hein. Ouais. Les scandales, de Tu fais, je crois, un parallèle justement avec la mafia aussi à un moment, qui est assez intéressant ouais, d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. ouais. Oui, c'est l'omerta. Mmh, C'est-à-dire on sait, c'est le scandale du sang contaminé, de la vache folle, de la viande de cheval, des implants, PIP, enfin plein, plein, plein de trucs. mmh, mmh mh. Les gens savent, ils disent rien. Ouais, c'est ça. L'omerta. J'avais aussi 2 questions importantes parce que tu m'as appris plusieurs mots, mais celui-là, il est quand même, mot contre triple au Scrabble. Si on le sort, je pense que tu te doutes peut-être de celui dont je vais parler. Vas-y. Je sais pas si je vais réussir à le dire, d'une Si, seule si. traite, hein. L'ultracrépidarianisme. Ouais, l'ultracrépidarianisme. Alors, j'ai adoré parce que je l'avais jamais, rencontré ce mot. Oui, si, si. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc le fait de en plus, c'est un sujet d'actualité finalement, parce que tout le monde a son Hyper mot à dire, actuel. sur tout. Tu parlais de syndrome de l'imposteur, là on est sur le syndrome véritablement de l'imposture, hein. Oui. C'est-à-dire des gens, alors c'est l'ultracrépidarianisme, c'est l'idée qu'on va parler de choses dont on ne sait pas grand-chose et c'est vrai que les kakistocrates sont très forts pour ça aussi, hein. C'est voilà et c'est le problème des soi-disant experts dans les médias, ce qu'on appelle les toutologues qui savent tout sur tout et là où il y a une composante maintenant qui est vraiment, très importante, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Que Michel Serres avait vraiment déjà vu avec La Petite Poucette en parlant de présomption de compétence. Alors lui, il n'a pas eu le temps de voir l'IA, se développer, ça aurait été intéressant d'avoir son regard. Mais l'idée maintenant qu'avec l'IA, ben, on est bon sur tout, Oui. hein, en interrogeant Claude, ChatGPT ou qui on veut, en quelques minutes, on sait tout sur tout. Et en effet, c'est le phénomène des faux experts, c'est le phénomène, de se contenter de voilà, de choses qui arrivent, mais qui sont bien arrivées de quelque part. Alors, Mmh. qui contrôlées par qui? Par et donc le problème de compétences qui sont maintenant d'autres types de enfin, qui ont toujours existé, mais qu'il va falloir cultiver, que c'est on n'en prend pas pour le moment le virage. La distance critique, la capacité d'aller aux sources, heu, voilà. Ce que tu disais sur, finalement, ce qui était très cool dans les prépas, cette capacité à réfléchir de nous-mêmes et effectivement l'IA, on donne cet accès direct à l'information. Pour autant, est-ce qu'on comprend, l'information et on prend la mesure? Et encore, autre chose qui est un autre sujet, c'est effectivement la fake news et c'est quoi la source de cette information? Exact. Heu, voilà, parce que finalement, à outrance, quelqu'un de malveillant pourrait venir même aura peut-être à revisiter des pans de l'histoire, des choses comme ça, en mettant des fausses informations de façon très massive, en nourrissant ces IA, à grande échelle. Mais finalement, on sait, beh, On on ça peut être très dystopique finalement là-dessus. tellement on est déjà, j'ai assisté à plusieurs conférences parce que je ne suis pas experte sur ce qu'on appelle la malinformation, Mmh, c'est-à-dire la manipulation complète de l'information qui a commencé, très tôt, hein, avec les bulles numériques, avant que l'IA arrive, mais avec l'IA là, ça a explosé. Et en effet, avec ces phénomènes d'imposture, avec ces phénomènes de manipulation, les vidéos, les fausses vidéos, les fausses images, les voilà et qui font que le récit compte plus que la véritable mmh. information et le discrédit, de gens qui sont des scientifiques, qui sont censés, être quand même là, en effet, chercher la enfin être à la source, vérifier la référence de la référence, et là, il y a un vrai sujet et là non plus, je ne peux pas prétendre être du tout, experte, mais je côtoie, des profs de collège. Mes étudiants, ils ne sont pas encore touchés par ça. Mmh, Ils ont eu une éducation qui leur a quand même permis d'avoir des raisonnements et mmh. cetera. Mais là, il y a un vrai sujet et c'est des neurologues, des neuropédiatres, avec des études qui commencent à émerger qui le disent, heu, la génération nourrie à la béquée par l'IA. Ouais, c'est ça. On a supprimé des devoirs à la maison, à cause de ça. Ça ne sert plus à rien. Moi, j'arrive en cours, je dis: «Mais» je demande à mes étudiants, je leur dis: «Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne? Vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant, tout est Mmh. partout» et ça c'est mais une étude de cas que je pouvais faire en
2-3 heures où il fallait se prendre un peu la tête, faire une présentation PowerPoint, bah, on la met dans ChatGPT, en 10 minutes, on a Mmh. une réponse et dans Gamma, on a les 10 slides de C'est vrai. présentation. Et encore faut-il, tu vois, moi je constate avec mes étudiants aussi, il faut-il encore qu'ils aient l'agilité, ils aient appris à avoir un esprit critique, tu vois? Alors, je Parce que moi, pour le coup, parfois, je leur donne des devoirs et qu'ils te recrachent du ChatGPT. ah Si mais tu leur clairement. poses la question, ils n'ont pas compris le concept. Oui, oui. Donc tu vois, je trouve dans l'utilité du prof, c'est peut-être de pouvoir expliquer les choses de différentes manières, de différents angles d'attaque, de revenir sur des concepts. C Mais ça repositionne le métier. Voilà, tu as raison. Et c'est vrai que si on est sur la compétence, ça repositionne la compétence. Est-ce qu'un prof doit être, un super, enseignant de prompt? Enfin ça pose plein de questions, hein. Mais, pour en revenir à l'incompétence, c'est vrai qu'il y a, enfin, c'est comme tu dis, cette dystopie de se dire il y aura quelques personnes qui vont continuer à avoir les manettes. Alors pas forcément que des techs, hein, des hyper techs, mais des gens qui continuent à réfléchir et cetera. Mmh. Là, il y a une forme de revanche des seniors, qui me paraît vraiment marrante, mais, est-ce qu'on va pas vers un monde où il y aura, ce qu'on appelle les PNJ quoi? Oui, Les oui. personnes Je vois que tu es un peu geek personnages aussi, hein, tu as ouais, ce petit côté, mais c'est vrai. Non mais bravo, c'est un je terme aussi rigole, à parler au mais, tout âge. ouais et qui sont là, Donc PNJ pour ceux qui ont pas la ref, hein, il y a pas que des très jeunes et très au fait. C'est, personnable non jouable en fait, c'est les personnages dans les jeux vidéo qu'on ne peut pas jouer, qui sont juste des éléments du décor et voilà, par définition qui ne servent pas à grand chose si ce n'est qu'à faire beau. voilà. Voilà et Mais on peut se demander s'il y a pas toute une partie de la population qui va être que ça quoi. ouais. Puisqu'en plus ils vont pas voter, puisqu'en plus enfin, Mmh. voilà et je pense que il y a des choses intéressantes. Il y a les quelques pays du Nord qu'on regarde beaucoup en termes d'éducation, qui ont commencé à arrêter tout ce qui est tablette, tout ce qui est, numérique dans les écoles Mmh. et l'autre jour, j'ai lu, j'enseigne en Chine, c'est vrai que j'ai vu dans un DBA, enfin j'ai appris dans un DBA où on fait plus de thèse. Un DBA, c'est un Doctorate Mmh. Business Administration, une thèse. On fait plus de thèses parce que de toute façon, elles étaient écrites par l'IA et on demande des prototypes, des objets fabriqués aux aux doctorants, enfin aux et il y a quelque chose qui va se Ouais, renverser, il y a un j'espère. shift qui est en train de s'opérer quand même. Ouais, j'espère. OK, mais en tout cas moi, c'est aussi pour ça que je te rencontre aujourd'hui, parce que ça remplace pas l'amour que j'ai pour les livres et je trouve que Oui. tu as beaucoup de réponses aujourd'hui. Tu as des livres, qui sont, d'actualité, mais aussi certains qui ont traversé les siècles, je pense que c'est pas pour rien. En tout cas, moi, j'y crois. Ouais. Et ce qu'on peut constater, parce que moi, il y a une 1re chose que je fais, tiens, petite anecdote, en intimité avec ma communauté, c'est les premières choses que je fais quand j'ouvre un livre, je regarde la bibliographie. Ouais. Parce qu'elle dit déjà beaucoup de choses sur le livre, quelles vont être les sources, sur quelle base on a travaillé et généralement après j'enchaîne par l'intro et la conclusion tout de suite Ouais. et pour voir un peu la structure et après j'attaque. Mais, en tout cas, on voit qu'il y a dans le tien, une bibliographie de chercheuse, très bien documentée. Donc la kakistocratie, maintenant vous le savez. En tout cas, si vous avez un doute, eh bien, vous n'êtes pas seul, comme dit, une certaine comique en ce moment. Voilà, vous pouvez vous en sortir et trouver des réponses dans ce livre. Je représente une dernière fois pour ceux qui ont raté, qui sont venus en cours de route, Devenez un bon manager, donc aux éditions Duno et celui-là, on n'a pas encore parlé. Tu en as de nombreux, j'ai pas pu tous les ramener, donc allez voir la bibliographie. Aussi Manager la diversité, toujours chez Duno, qui m'a l'air hyper, sympa. Un grand merci à toi Isabelle, pour Bah, toutes ces merci, explications. pour cet échange. Si la commu elle souhaite te retrouver, prendre contact avec toi, c'est quoi les meilleures clés d'entrée? Bah, c'est LinkedIn, Ouais. hein, où j'arrive à presque 100 000 Waouh, followers. classe, Enfin, oui, oui, oui. bravo. J'ai pas encore tout à fait, Mais il y a du métier derrière, hein, quand même, il y a oui, beaucoup de choses derrière. oui, ce qui me rassure alors, le problème de LinkedIn et de ces réseaux, c'est que c'est l'algorithme de plus en plus qui guide, mais bon, ça continue alors que j'écris que des choses qui me plaisent, que je prends de la distance, que je voilà. C'est pas du tout, corporate et puis, j'ai un petit site internet qui me permet de me repérer aussi avec quelques exemples de confs que je peux faire et Trop bien. Un petit peu sur Insta aussi ou pas? je vais essayer. Ouais, Je vais tu faire t'y mets, ouais, sur faut Insta, suivre ça de près, là, le faut que lancement. je cible bien, ce que j'ai envie d'y dire Bien parce que sûr. c'est pas du tout le même objectif, mais j'ai une idée. Trop bien, bah, merci En tout cas, beaucoup. merci Je te pour souhaite une bonne l'échange. journée. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as aimé l'épisode, en tout cas, soutiens-moi, n'oublie pas ça. C'est important pour moi de remonter dans les classements et les méandres des référencements. Donc, si tu, écoutes l'épisode, ça sera, via un avis 5 étoiles et un petit commentaire. Je les lis tous, donc n'hésite pas, je ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu regardes l'épisode en version vidéo sur YouTube, voilà, c'est le petit pouce et l'abonnement qui aident forcément. Je te dis, au revoir et à très vite pour un super épisode. Ciao, ciao.